Bonjour à tous, c'est Emmerich de The Link FWI. En Guadeloupe, nombreuses sont les personnes qui connaissent des difficultés financières, des difficultés psychologiques ou elles sont discriminées par leur orientation sexuelle ou d'identité. Une association a décidé de venir en aide, son nom, Amalgame Humaniste. 34% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté en Guadeloupe. Loin d'être le paradis que l'on connaît, avec ses rivières, ses paysages luxuriants et ses plages de sable fin, l'archipel peut vite s'avérer être un enfer pour celles et ceux qui connaissent le chômage et la pauvreté. Des associations sont en première ligne dans cette lutte contre la pauvreté et les injustices sociales. Parmi elles, Amalgame Humaniste. Bonsoir Madame Million de France, merci de nous accueillir dans les locaux d'Amalgame Humaniste. Donc premièrement, qu'est-ce qu'Amalgame Humaniste et comment l'association est-elle née? Alors, Amalgame Humaniste est né en 1992, le 25 août particulièrement, de la volonté de Madame Blanche Barba, ma mère, qui était une enfant défavorisée et qui a tenu à aider les enfants défavorisés, comme elle l'avait été elle-même, à réussir. Donc elle choisissait des enfants méritants. Étant chef d'établissement, enseignante, elle travaillait avec un groupe d'enseignants et elle choisissait des enfants qui pouvaient réussir une belle carrière mais dont les parents n'avaient pas les moyens. Et elle les aidait avec des bourses, en payant des billets, des vacances, des voyages, des inscriptions en faculté, enfin, avec ses petits moyens. En fait, Madame Blanche Barba était une comédienne, elle adorait faire du théâtre et elle montait des pièces de théâtre. Il nous est arrivé de jouer des pièces de théâtre même dans des grandes salles et où elle arrivait à se faire donner des salles bénévolement. Tous les acteurs étaient bénévoles, donc il n'y avait pas de frais. Et donc quand les gens payaient les tickets, tout l'argent était reversé dans une bourse pour les enfants. Voilà. Donc 1992 et on a travaillé comme ça jusqu'à 2017. Et quand j'ai repris l'association, puisque ma mère a quand même 104 ans maintenant, donc en tant que médecin, moi je ne sais pas faire de théâtre, donc j'ai fait autre chose, c'est-à-dire aider les enfants en créant des activités différentes avec des professionnels sociaux et médico-sociaux, donc éducateurs spécialisés, psychologues, infirmiers, et on créait des ateliers où nous recevions les jeunes, les parents, les enfants. Et en fait, le cœur de métier d'Amalgame est d'aider les personnes défavorisées, mais en suivant l'évolution de la société. Or, on sait que depuis 1992 à nos jours, l'évolution de la société a énormément bougé, d'autant qu'il y a eu beaucoup d'apports de drogue, de harcèlement, des incestes, enfin, on a commencé à parler, à libérer la parole, et ce qui fait que nous avons eu beaucoup plus de personnes qui nous demandaient de l'aide financière peut-être, mais psychologique. Et ça nous a permis de changer un petit peu le cap de l'association. En 2019, les services de la préfecture ont recherché une association sérieuse qui pouvait porter la première ligne d'écoute des départements d'outre-mer, ligne d'écoute antidiscrimination LGBT. Et donc nous avons été sollicités, nous avons accepté, et nous avons été retenus surtout entre plusieurs associations, le rôle de monter cette ligne d'écoute anti-homophobie qui s'appelle Voix Arc-en-Ciel, qui fonctionnait donc avec les bénévoles professionnels sociaux qui étaient avec nous, médecins aussi et infirmiers, enfin des gens qui sont venus avec nous. Il y a eu le Covid et je crois que le Covid a encore déstabilisé la population, déstabilisé les jeunes et nous avons eu beaucoup d'appels sur la ligne d'écoute parlant de suicide. Beaucoup d'appels et donc j'ai créé alors comme ça toute seule avec l'équipe une ligne spéciale puisque la première ligne était embolisée par les appels de personnes, parents qui parlaient de suicide. Donc il y avait les LGBT mais il y avait des personnes lambda en détresse psychologique qui appelaient parce que ils voulaient passer à l'acte ou qui avaient des difficultés particulières ou des familles qui étaient en difficulté ou des personnes âgées qui souhaitaient se suicider ou des personnes qui avaient des parents qui étaient passés à l'acte. Donc nous avons créé la deuxième ligne d'écoute qui s'appelle Prévention Suicide 971 et donc qui jusqu'à maintenant fonctionne pour aider les jeunes qui sont en difficulté. Donc la première ligne a été créée parce que la préfecture a reconnu notre travail, la préfecture et la DILCRA en métropole
Et la deuxième ligne d'écoute, actuellement, est en train je dirais, de participer à l'élaboration du 3114 Métropole en Guadeloupe, puisque nous avons été les premiers à travailler sur le suicide avec la population. Et comment fonctionne l'association? Combien de membres êtes-vous? Alors, je vais raconter quelque chose parce que j'adore raconter cette histoire. En 2017, quand nous avons pris la ligne d'écoute, avant la création de la ligne d'écoute qui s'est créée le 1er novembre 2019, il y avait l'Assemblée générale le 25 août, donc précédent. Nous étions 276 personnes à un jour de cotisation. C'était quand même une belle association. Et des gens qui participaient au spectacle, au voyage, aux sorties nous faisions. Et l'année d'après, donc le 25 août 2020, nous n'étions plus que 76 personnes à un jour de cotisation. Les gens nous ont dit, si vous occupez des homosexuels, on n'est plus avec vous. Donc des personnes qui étaient des fidèles adhérents, et même qui nous aidaient parce qu'ils nous faisaient des dons, ils nous ont lâchés parce que nous avions, carrément, parce que nous parlions de sujets qui fâchent ou de sujets difficiles. Le suicide, c'est pas pour nous, les LGBT, c'est pas notre souci, donc voilà. Il y a même des personnes qui nous ont dit que nous poussions les jeunes au vice en parlant de LGBT. Ah ouais. Donc on a subi vraiment de plein fouet, juste avant l'arrivée de la Covid, on a subi de plein fouet je dirais ce désamour de nos adhérents. Et actuellement, on a fait l'Assemblée générale début février, nous étions à 175 personnes à jour de cotisation au moment le 18 février lors de l'Assemblée générale que nous avons faite. Donc avec un travail sur le terrain, au quotidien, de toutes les personnes qui travaillent avec nous, nous avons pu remonter le nombre d'adhérents. Mais j'avoue que ce n'est pas encore satisfaisant parce que nous avons vraiment besoin de ces financements, de ces dons pour pouvoir aider les jeunes. Donc l'association fonctionne par financement étatique? Alors nous avons la partie dons, cotisation et dons, et nous avons la partie étatique justement où nous sommes financés mais pour des actions ciblées. Par exemple, tout ce qui est LGBT, c'est la DILCRA, c'est la préfecture. Tout ce qui est prévention suicide, c'est l'ARS. Et puis nous avons le ministère de l'Outre-mer qui a été interpellé par nos travaux en la personne de Mme Elisabeth Moreno qui a fait le déplacement, qui est venue nous rencontrer en Guadeloupe pour justement voir comment nous parlions et comment nous travaillons, qui a rencontré ici 4 LGBT qui lui ont expliqué leurs difficultés, qui ont expliqué le rôle de l'association dans leur vie et puis ce qu'ils souhaitaient faire depuis pour l'association, pour les autres. Donc après, il y a la CAF. Maintenant, on travaille sur la parentalité aussi, puisque évidemment, dès qu'on rentre dans une famille, on travaille sur ça. Donc la CAF nous a aussi financé quelque peu. Et nous travaillons aussi sur le harcèlement maintenant avec l'Éducation nationale. Donc nous avons une convention avec l'Éducation nationale. Et donc je pense que cette année, on va être financé parce que l'Éducation nationale a reconnu notre travail, en l'occurrence celui de Corosol, les équipes qui sont à Nancy et Corosol, qui sont des partenaires avec qui nous avons des conventions professionnelles qui interviennent dans les établissements scolaires à la demande des chefs d'établissement, des enseignants ou des élèves même, ou des personnels d'accompagnement qui souhaitent avoir des personnes compétentes pour leur expliquer comment travailler sur le harcèlement, comment travailler sur l'homophobie. Parce que c'est quand même, ce sont quand même des sujets qui sont difficiles. Et si on n'a pas une formation un peu spéciale, on ne sait pas faire. Même si on est des professionnels, il faut vraiment avoir des compétences pour accompagner quelqu'un qui a des idées suicidaires, ou un homosexuel qui est en difficulté, ou un jeune transgenre qui veut afficher sa transidentité dans les rues, à l'école. Donc on a un énorme travail et nous avons même signé une convention avec la police, puisque nous accompagnons les jeunes qui ont besoin de déposer plainte ou les personnes qui ont besoin de déposer plainte, qui avant étaient un peu perdus, enfin on les ridiculisait, on ne les écoutait pas. Et maintenant, donc, on a fait un travail avec la police on a même maintenant une brigadière référente homophobie à la police nationale. Okay. Oui, on a vraiment fait, depuis 2019, on a fait quand même un énorme travail. Et je pense que ça se ressent sur la population qui
On a beaucoup moins d'agressions. On entend beaucoup moins parler d'agressions. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on a beaucoup moins d'agressions parce que les gens apprennent à se prendre en charge, ils apprennent à venir nous voir, à discuter. On peut anticiper sur certaines difficultés et je pense que ça a du bon. C'est vrai que vous avez parlé de différents types de publics, donc les personnes à détresse psychologique, les membres de la communauté LGBT, les familles en difficulté, mais comment arrivez-vous à canaliser à concentrer autant de force avec autant de publics différents? Alors, en fait, c'est simplement un maillage qui est fait parce que les équipes que nous avons, ce sont tous des professionnels de santé qui sont soit libéraux, soit installés en milieu hospitalier ou ailleurs et qui viennent travailler avec nous. Pour faire du bénévolat. Donc, il y a beaucoup de professionnels vraiment qui se sont formés ou que nous formons à la prévention suicide. Alors, il faut savoir que nous, on a toujours travaillé sur la famille, le jeune défavorisé, mais sa famille aussi. Ce qui fait que c'est toujours quelqu'un qui est défavorisé, qui vient vers nous, défavorisé parce qu'il est LGBT, défavorisé parce qu'il veut se suicider, défavorisé parce que dans sa famille, il y a des difficultés. En fait, on a toujours la même population, sauf que elle a par exemple, un LGBT peut avoir des idées suicidaires. Donc, on le retrouve. Un LGBT se fait harceler. Donc, en fait, c'est le même travail que nous faisons, sauf que ce sont des thèmes différents parce qu'on essaie d'être au plus proche de la population défavorisée et de ses difficultés. Donc, en fait, chaque fois, on se forme, on travaille, on fait des recherches, on comprend, on amène une amélioration à notre travail, à nous-mêmes, pour justement accompagner les personnes qui viennent vers nous. Vous avez parlé d'Amalgame Humanis, vos champs d'action, mais est-ce qu'on peut revenir même au nom même Amalgame Humanis? D'où vient-il? Amalgame Humanis, c'est amalgame. Ma mère avait créé Amalgame parce qu'elle disait amalgame autour d'elle, il y a un amalgame de personnes de tous âges, de toutes professions, de toutes confessions, et qui l'aidait à partager et à participer à soulager la misère humaine. Donc c'est Amalgame. En 2010, parce que nous avions aidé les jeunes LGBT de Montserrat et d'Haïti avec des tremblements de terre et les éruptions, donc nous avons été déclarés association humanitaire en 2010. Donc, une jeune qui travaillait avec nous a dit « mais il faut qu'on sache que nous sommes humanitaires ». Et elle a proposé de transformer le nom en mettant Amalgame Humanis. Voilà, l'histoire d'Amalgame, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Mélion de France. Je vous en prie, merci. Au-delà de venir en aide aux personnes défavorisées, Amalgame Humanis ouvre son champ d'action aux membres de la communauté LGBTQIA+. Pour nous en parler, Maëlys et Prisca, deux intervenantes au sein de l'association. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune à tour de rôle et votre rôle au sein d'Amalgame Humanis? Bonjour, donc du coup moi c'est Maëlys Actri.
Donc je suis étudiante en psychologie à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, avec une concentration en études féministes. Faisant fonction ici d'intervenante psychosociale, je suis bénévole à Amalgame Humanis depuis octobre 2022. Et depuis peut-être janvier ou novembre, j'interviens avec Priska sur des actions ou des interventions en faveur des scolaires, que ce soit les professionnels, les encadrants ou avec les jeunes. D'accord. Priska Meillon-Renette, bénévole à l'association depuis la création, donc une trentaine d'années, mais même un peu avant, puisque l'association a fonctionné avant d'être déclarée. Du coup, mon ancrage est quand même assez important dans l'association, puisque je suis la fille de la présidente, la petite fille de la fondatrice. Donc avec une évolution dans mon rôle et dans ma dynamique, toujours bénévole, mais bénévole junior, puis en tant que professionnelle, et actuellement, mais cela dit, en tant qu'éducatrice spécialisée, on intervient en milieu scolaire, mais aussi à la protection judiciaire de la jeunesse. On intervient pour des institutions privées, publiques, diverses, sur les thématiques des discriminations au début liées à la communauté LGBT, donc des discriminations LGBT-phobes, homophobes, sur la prévention du suicide, et maintenant de façon plus globale sur les discriminations liées au genre et sur les comportements délétères en général. Et on le fait avec une équipe. Alors, on a notre collaboratrice favorite, Armelle Régent, qui est psychologue, clinicienne, ergonome. Nous avons aussi Louise Genelot-Huard, qui est éducatrice spécialisée. Et notre équipe souhaite en tout cas développer de l'outil pédagogique innovant et, à défaut d'être innovant, accessible, que ce soit aux petits enfants de 10 ans pour pouvoir lui parler de la thématique LGBT. Alors on va faire bondir dans les familles, mais oui. On leur parle aussi du rapport au corps. Puis au collège, on va parler de santé sexuelle. On va parler de la santé tout court, jusqu'à glisser à l'université, parce qu'on a eu déjà des interventions au camp Jacob, par exemple, où on va aborder des thématiques plus larges de l'action sociale. Et Maëlys, justement, comment as-tu rejoint l'association? Quelle a été ta première idée? Alors, je crois avoir rencontré pour la première fois une affiche ou quelque chose, une plateforme en fait, qui parlait d'Amalgame Humanis il y a peut-être 3-4 ans. Donc du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant sur le coup, mais j'ai pas forcément eu l'instinct d'appeler ni quoi que ce soit. Ensuite, après, lorsque je cherchais un petit peu à faire du bénévolat, donc du coup, il y a peut-être 2 ans, j'ai découvert que, toujours la même association Amalgame Humanis avait créé la ligne d'écoute Voix Arc-en-Ciel. Et en ayant fait le choix d'entamer des études de psychologie, je me suis dit que ça aurait été une bonne idée de les contacter, pourquoi pas faire du bénévolat et de commencer en fait un cheminement avec eux. Aussi pour moi, en tant que future étudiante en psychologie, avoir comme un pied dans l'action sociale. Puis finalement, je suis partie à Montréal, j'ai commencé mes études de psychologie. J'ai rencontré une autre association là-bas, avec laquelle j'ai travaillé un peu plus de 4 mois. Ça m'a vraiment intéressée et je me suis vraiment penchée vraiment sur l'action sociale humanitaire. Donc du coup, en retournant en Guadeloupe, j'ai eu le déclic en fait en voyant l'une des campagnes de bus d'Amalgame Humanis, où je me suis dit là franchement c'est le moment, c'est la 3e fois, c'est la bonne. Donc du coup j'ai contacté l'association, donc c'est Madame Million de France qui m'a contactée par la suite. On a eu une interview, ça s'est super bien passé. Donc du coup elle m'a encouragée à rejoindre les rangs d'Amalgame Humanis. Et voilà, depuis octobre j'interviens, je suis bénévole avec une équipe
qui m'enrichit chaque jour. J'apprends d'eux et c'est toujours quelque chose d'intéressant et de dynamique en fait, de travailler avec une équipe qui en veut, qui veut vraiment avancer, qui veut faire avancer aussi l'action sociale en Guadeloupe. Donc c'est pour moi un vrai plaisir de toujours travailler dans cette optique-là, ça aussi. Durant la période Covid, donc, il a été constaté au niveau même national une recrudescence des difficultés psychologiques, des personnes en détresse psychologique. Est-ce que vous l'avez noté aussi en Guadeloupe? Alors oui, particulièrement sur 2 types de populations, les moins de 18 ans, donc les enfants, adolescents qui étaient scolarisés à la maison, qui se sont retrouvés en vase clos avec des parents qui habituellement sont des personnes qu'ils croisent, c'est-à-dire qu'ils partent le matin à 6h, ils rentrent le soir à 17h, ils se parlent 1 heure, ils mangent, ils se couchent. Là, ils étaient les uns avec les autres, j'ai envie de dire les uns sur les autres, vulgairement, trivialement, au quotidien, et on a vu une recrudescence de violence intrafamiliale. On a aussi vu le contraire de personnes qui ont appris à se découvrir, qui ont appris à faire les choses ensemble. Je pense que ça a peut-être été bénéfique pour certains, parce qu'il ne faut pas non plus ne voir que ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, la ligne d'écoute voix arc-en-ciel est passée pendant ce temps-là, dans ce laps de temps-là, une ligne d'écoute tout court, parce qu'on recevait toutes sortes d'appels. Ce n'était pas du tout que les jeunes, les moins jeunes, subissant des discriminations ou ayant besoin simplement de parler. C'est aussi devenu quelque part, et ça n'a pas tellement changé jusqu'à maintenant, une sorte de ligne de l'amitié où les gens appellent pour appeler. Je me sens seule. Qu'est-ce que tu fais toi? En fait, je t'écoute. Donc du coup, bon, je caricature, mais c'est un petit peu ça jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a vraiment des lignes d'écoute d'amitié en France. Nous, ça n'en est pas une. Hein. On est vraiment que des personnels du médico-social. Donc on a vraiment vocation à répondre, à écouter et à normalement orienter. Et pour compléter ce que Maëlys a dit, quand on est une personne âgée, donc ça c'est le deuxième type, la deuxième type de population qui nous contacte sur la ligne, c'était les personnes de plus de 50 ans qui se retrouvaient par temps de Covid isolés, puisqu'on recommandait d'éviter d'être trop en contact avec les personnes âgées ou vieillissantes parce qu'elles étaient plus des personnes à risque. Sauf que finalement, ça a donné comme résultat que les enfants ne venaient plus les voir ou venaient les voir et garder une distance. On sait bien que l'être humain est un animal social, il a besoin de contact. Et en fait, ce sont des personnes qui nous appelaient du coup pour pouvoir signaler qu'elles étaient complètement esseulées, malheureuses, tristes. On a eu beaucoup de décès. Alors on a beaucoup parlé du Covid, on a beaucoup de décès par manque d'amour et par manque de contact. Beaucoup de personnes qui se sont laissées partir parce que rester 3 mois d'affilée tout seul à entendre au téléphone sa famille, c'est pas une situation. Quand on a 50 ans, entre 50 et 90 ans, c'est pas une situation. C'est pas comme ça qu'on a envie d'avoir des contacts. Et on a eu une recrudescence aussi de tentatives de suicide chez les jeunes, même des très jeunes, 9 ans pour la plus jeune, qui a été transportée au CHU depuis Marie-Galante, par exemple. On a eu aussi, ce qui moi m'a le plus marqué, c'est qu'on avait des gens qui appelaient de l'Hexagone en disant « je vous appelle parce que quand vous parlez, on a la sensation qu'il y a déjà le sourire sur vos lèvres et que vous nous amenez le soleil. Vous savez, nous on est tout seul, il fait froid. » Donc c'est vraiment, on est dans la sensation que c'était vraiment une sorte de passerelle entre 2 mondes, le monde de la maison et quelque part à l'extérieur, comme une sorte de petite fenêtre. Oui, ça leur plaisait d'appeler comme ça et de discuter avec un parfait inconnu ou une parfaite inconnue. Moi, je finirais en disant qu'on a quand même noté que même les écoutants, pour certains, ont lâché prise. C'est-à-dire qu'on a perdu énormément de bénévoles à cette période-là, parce que les gens revenaient dans leur individualité, dans la peur aussi de l'autre. Et on a des bénévoles qui sont partis soit s'occuper de leur famille, se rendant compte que peut-être qu'ils les délaissaient un peu, soit pour arrêter complètement parce que c'était devenu très difficile d'écouter. Aujourd'hui, 3 ans après, la Covid n'est pas terminée, mais 3 ans après la grosse pandémie, est-ce que vous avez constaté une diminution des appels ou c'est toujours constant?
Alors, il y a une diminution des appels, en tout cas sur la ligne prévention suicide, pas la ligne prévention suicide et la ligne voie arc-en-ciel, parce qu'on a développé nos réseaux. Parce qu'aussi, on a développé nos réseaux, nos médias, hein, donc Instagram, TikTok. Le TikTok n'est pas encore très très actif, mais il existe. Facebook. Et donc, les gens ont commencé à appeler moins, peut-être à nous écrire. Et on a aussi développé notre réseau, donc on a des personnes qui je sais pas, je vais la citer, hein, parce qu'elle est géniale, Leïla de Secret Art. On a eu aussi une recrudescence, alors au sens positif, de soirées, d'événements LGBT qui, je pense, ont permis aussi la rencontre. Et peut-être pas la structuration de la communauté, parce qu'on n'en est pas là, on y va doucement, mais plutôt peut-être la rencontre de personnes qui ne se savaient pas, ou qui se savaient mais qui se cachaient, qui n'osaient pas se rencontrer en public. Certaines soirées LGBT se font dans des hôtels au vu au-dessus de tout le monde. La communication est directement sur les réseaux. Avant, elle était que via WhatsApp, ou en tout cas avec un lieu qui n'était donné qu'au dernier moment. Moi, je pense que le Covid a un peu bousculé les mentalités et a un peu donné aussi envie aux gens. Alors, ça a été mortifère pour certains et ça a donné envie aux gens d'exister pour ce qu'ils sont, au soleil, puisqu'on y est, et d'arrêter de faire comme si c'était pas ça, quoi. Oui, c'est ça, ben oui, c'est ça. Donc je le vis, enfin c'est ça. Je suis homo, je suis bi, je suis trans, et je me vis pleinement dans mon île, parce que je suis guadeloupéen comme vous, et que j'ai le droit d'exister sur ce territoire comme vous-même. C'est vrai que beaucoup d'homos, enfin de gens de la communauté LGBT partaient soit au Canada, soit en France, donc maintenant ils font plus le choix de rester en Guadeloupe. En tout cas, ils y viennent, ils passent du bon temps, ils repartent, pas parce qu'ils sont homo, mais parce qu'ils ont un projet de vie, parce qu'ils vont travailler, parce qu'ils vont à la rencontre peut-être d'une personne à qui ils tiennent. On en a eu un hier qui nous disait, ben oui, je vais peut-être repartir, parce que l'homme que je côtoie, ben, il n'est pas ici, donc on fait des allers-retours, mais peut-être que je vais aller m'installer finalement, parce que c'est avec lui que j'ai envie d'être. Et moi, je trouve ça beau qu'enfin les gens partent pour de vraies bonnes raisons, et pas parce qu'ils fuient, ou pas parce qu'ils ne se sentent pas libres d'être eux-mêmes dans l'île qui les a vus naître. Donc moi, je pense que le Covid a eu cet effet-là, c'est que les gens se sont dit, ben, j'ai envie de vivre, quoi. Parce qu'on arrive tous les jours, on peut mourir juste en respirant. Ou juste en croisant le regard de quelqu'un. J'ai presque envie de caricaturer. Maintenant, oui, les gens ont envie de vivre. Et je pense que c'est important. C'est vrai que depuis le 1er novembre 2019, vous venez en aide à la communauté LGBT en Guadeloupe. Comment venez-vous en aide à ces personnes, justement? Ben, pour le moment, l'association Amalgame fait de l'écoute. Mais Alice l'a dit, on a mis en place des ateliers dans un premier temps dans les écoles, parce que le rectorat a eu cette volonté de faire entrer l'information, mais une information qui est évidemment mesurée, parce qu'on a un discours de travailleurs sociaux, de travailleurs psychosociaux, et où on ne fait pas l'apologie du fait d'être LGBT, on ne fait pas l'apologie du suicide. On informe sur le fait qu'il y a une diversité dans le fait d'être guadeloupéen, et dans cette diversité-là, il y a une dynamique identitaire qui se construit, dont l'identité sexuelle. Et qu'il ne faut pas faire comme si on était tous hétéros, il faut aussi accepter le fait qu'on puisse explorer son genre et qu'on puisse être hétéro à 30 ans. J'en ai pour preuve qu'on a eu beaucoup d'appels de personnes qui à 50 ans décident de se vivre pleinement et de se dire, ben oui, mais j'ai été mariée 30 ans, et là on fait tout de suite, ben ouais, j'ai envie d'assumer le fait que j'ai une attirance pour les hommes, or je suis un homme, ou j'ai une attirance pour les femmes, or je suis une femme. Et par la suite, plus récemment, mais Alice en parlera mieux que moi parce qu'elle a fait partie de ceux qui ont initié ça, c'est de former les professionnels à un discours inclusif. Parce que revoir son positionnement en tant que professionnel, c'est important. Mais Alice vous parle du discours inclusif parce que moi, je suis forte pour pouvoir créer du contenu, mais je pense que quand on n'a pas la maternité d'une thématique, on la laisse à ceux qui savent en parler. Et je pense que on a eu cette force-là que de se dire, on ne vous demande pas, et ça c'est une chose que je scande tous les jours, on ne vous demande pas de tolérer, parce qu'on peut tolérer la rue Fribourg qui est sale, on peut tolérer la benne à ordures à côté de laquelle on passe qui est débordante. On vous demande de respecter. Et le respect, c'est prendre l'autre, accepter l'autre comme il vient, sans commentaire,
sans a priori, sans préjugés, parce qu'à la base, ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Ça veut dire que si l'autre a envie d'être homo, trans ou bi, je peux aussi lui dire bonjour sans avoir l'impression que je vais attraper la maladie LGBT, parce que c'est un peu comme ça que les gens nous le transmettent. Donc on amène les professionnels à avoir un discours plus inclusif et un positionnement professionnel plus inclusif. Qu'entendez-vous par discours plus inclusif? L'inclusion, c'est ça en fait, c'est cette notion de respect, d'accepter l'autre comme il vient et comme il se présente. C'est de dire que, ok, je suis humain, j'ai mes faiblesses, mais je vais à ta rencontre parce que finalement nous sommes deux humains en fait qui avons des faiblesses, mais je vais à ta rencontre dans le respect toujours, et je viens non pas t'imposer, mais me présenter à toi. Me présenter à toi. Qui es-tu ? Comment tu t'appelles ? Comment tu veux que je t'appelle ? Comment tu veux être quels sont tes pronoms par exemple ? C'est des choses peut-être toutes bêtes, hein, mais qui font en fait la personne se sentir tout aussi humaine, tout aussi acceptée en fait, et tout aussi vue finalement de l'autre. Et c'est ça, je pense, qui est l'essence en fait de l'être humain, c'est on veut se faire voir, se faire valoir de l'autre, et toujours dans la notion de respect. Pour les scolaires, c'est vraiment dans la notion où si dans ton interaction à l'autre, ça dérive vers des phénomènes de violence, là il y a un souci. Là, à ce moment-là, on s'arrête un petit moment et on regarde qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a eu ce phénomène de violence ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Même si tu n'étais pas d'accord avec lui, pourquoi tu n'as pas juste tourné les talons ? Ou pourquoi tu n'as pas cherché à voir son point de vue ? C'est difficile, c'est compliqué. Parce que les êtres humains sont très faciles, férus en fait, des cases, des stéréotypes. C'est naturel en fait pour l'homme que de catégoriser, c'est rassurant. De dire, voilà, telle et telle personne est comme ça, ressemble à ça, donc c'est ça. C'est facile et c'est rassurant quelque part. Mais en fait, remettre en question ce positionnement-là, ça, et d'aller au-delà en fait, des apparences, c'est ça qui est important, c'est ça qui est inclusif, entre guillemets. Combien de personnes qui a besoin d'aide, peu importe le champ, hein, aide économique, LGBTophobie, comment elle fait pour vous contacter ? Est-ce qu'elle vient d'elle-même ou est-ce qu'elle est accompagnée de tuteurs ou de bénévoles comme vous ? Alors, on a plusieurs plateformes, donc du coup on a Instagram, donc ça c'est pour les jeunes un peu moins de 25 ans qui peuvent avoir accès à nos plateformes, donc du coup MyVac 971 et Amalgame Humanis. Sinon ils peuvent aussi appeler. J'ai découvert récemment, parce que du coup cette année j'ai travaillé dans un collège, j'ai découvert récemment que dans le carnet de correspondance des enfants, il était annoté les numéros des 2 lignes d'écoute, donc du coup prévention suicide qui est passé à la nationale 3114 et MyVac, donc du coup il y a les numéros, et Amalgame Humanis aussi. Donc du coup dès le collège, les enfants ou même les parents qui ont besoin de renseignements peuvent appeler. On a aussi des dépliants. On fait des... est-ce que je peux appeler ça des maraudes entre guillemets ? Oui. Des maraudes, on rencontre d'autres associations avec qui on fait des partenariats ou on travaille sur des projets ensemble, donc du coup ça rajoute en fait une autre solution pour nous connaître, et on continue comme ça à se faire connaître en faisant des actions, des interventions dans le milieu scolaire principalement, mais aussi parfois dans le privé, et donc du coup les gens peuvent du coup avoir accès à nos informations, peuvent nous appeler directement et bénéficier de l'aide dont ils ont besoin, ou en tout cas prendre contact pour un tierce ou une personne qui pense avoir besoin en fait, de l'association. Comment voyez-vous l'avenir de l'association Amalgame Humanis ? Waouh. Sacrée question. Bonne question. Je laisse répondre. Alors, du coup, moi, en tant que bénévole, c'est vrai que j'aimerais vraiment voir l'association accroître son impact sur la société guadeloupéenne en général, et même, pourquoi pas ailleurs. Parce que je pense que c'est essentiel d'avoir une association comme Amalgame Humanis qui œuvre vraiment pour l'action sociale et qui a à son actif des personnes qui sont en marche aussi dans
dans ce développement et veulent vraiment accompagner les personnes vers un mieux-être général. Donc je pense que moi, ce que j'aimerais voir à Amalgame Humaniste dans le futur, c'est de plus en plus de bénévoles qui viennent prêter main forte. Je pense que c'est essentiel, mais aussi des travailleurs consciencieux, responsables, dynamiques, qui viennent nous mettre leur pierre à l'édifice, viennent nous donner un coup de main. Et voir aussi des partenariats se faire avec les autres associations, d'autres sociétés, parce que je pense que c'est ça en fait le fort en fait de quelque chose, c'est vraiment la fédération en fait, le fait de pouvoir compter les uns sur les autres. Je pense que c'est ça en tant qu'Antillais, en tant que Guadeloupéen, c'est ça qui ferait toute notre force, de pouvoir compter les uns sur les autres, avancer ensemble. C'est ça pour moi la meilleure chose que je pourrais souhaiter à Amalgame Humaniste.